Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce 83e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. En partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, aujourd'hui, je vous propose de prendre votre sécateur et de voir le déroulement des vendanges. Un thème d'actualité au sein de notre département qui fait bien sûr partie de la zone d'appellation Champagne. Bien évidemment, durant cette émission, l'actualité agricole de cet été et la rubrique « Comment ça marche » vous permettent de découvrir les coulisses du monde agricole. Place au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube vous amène aux vendanges. Waka waka, eh oh! Waka waka, eh oh! La rirette, la rirette! Hormis l'image bucolique, nous verrons que l'année 2014 est très particulière et que l'Aube se démarque par ses vins rouges au sein de l'AOP Champagne. Ces vins rouges servent essentiellement à l'assemblage pour les champagnes rosés. Deux raisons de le prouver. La première, c'est nos partenariats avec des grandes maisons de champagne. On a notamment Moët et Chandon, Veuve Clicquot, récemment Tétinger et encore quelques-unes. En quelques minutes, notre invité des jeunes agriculteurs commentera l'actualité agricole de cet été, de la télévision japonaise qui s'intéresse au département, à la fête de l'agriculture qui réunit tout public. Ah, c'est le trait de cure, on boit, on mange, on sème. Voilà. Et en fin d'émission, la rubrique Comment ça marche s'intéresse aux tracteurs d'aujourd'hui et contre-champ permet de porter un autre regard sur l'agriculture auboise. Avec moi pour illustrer tous ces sujets, tout d'abord, bien Christian Vieira, celui qui voit les vendanges depuis 6 ans à travers l'œil de sa caméra. Et bien sûr, il va nous donner un petit peu son sentiment sur ces vendanges. Il est allé voir un petit peu dans les vignes ce que J'ai chanté aussi. Vous avez chanté aussi. Et justement, vous allez jouer un petit peu le rôle, non pas de l'expert, mais enfin de celui qui a vécu plusieurs vendanges et qui peut nous raconter ce que c'est réellement, à l'intérieur, inside, comme on dit en anglais. Et puis, à mes côtés également, Baptiste Gatouya, président du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aube, qui nous fait le plaisir d'être dans ce studio. Messieurs, pour commencer, je vous propose une sorte de question-réponse, une sorte de petit quiz. On a l'impression qu'on connaît tout le temps les choses sur les vendanges, les informations sur les vendanges. Ça fait tellement partie de notre patrimoine et de notre vie. Eh bien, on va savoir si vous savez, vous connaissez les meilleures informations, les plus importantes informations sur les vendanges. Je commence avec vous, Baptiste Gatouya. Combien de temps durent les vendanges ? Alors bon, c'est vrai qu'en agricole, on n'a peut-être pas forcément la spécialité d'être viticulteur, mais en tant que GIA, on installe aussi quand même quelques viticulteurs. Donc la durée des vendanges est de 10 à 15 jours à peu près. C'est exactement ça. Ça ne dure pas plus longtemps que ça. 15 jours, c'est déjà suffisant. C'est déjà bien. C'est un travail fastidieux, vous verrez dans le reportage. C'est 10 à 15 jours bien tassés. Pour vous, Christian Vieira, une question un peu plus difficile. Combien de vendangeurs sont mobilisés durant cette période en Champagne et dans l'Aube? Alors ça, j'ai pu réviser en faisant le sujet, j'ai de la chance. Donc sur la zone d'appellation Champagne, qui compte plusieurs départements, en 2013, je crois qu'ils étaient à peu près 125 000. C'est vraiment énorme, ça m'a surpris. C'est comme une métropole. Effectivement. Une ville moyenne, on va dire, qui s'installe carrément dans les vendanges. Voilà. Et pour l'Aube, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à peu près 30 à 35 000 vendangeurs qui viennent parfois de toute la France, de toute l'Europe, ou bien du département, bien sûr, pour participer à ces vendanges. C'est comme si tout d'un coup, l'Aube augmentait de 12% sa population. Exactement, ouais. Ce qui prouve qu'il y a des questions logistiques dans tout ça, des questions assez importantes pour accueillir l'ensemble de ces vendangeurs. Question encore plus difficile. Et là, c'est vous tous les deux qui avez essayé de répondre. Vous pouvez associer vos réponses. Quels sont les départements membres de la zone d'appellation Champagne? Il y a des départements plus faciles que d'autres. Ouais, plus facile l'Aube, hein, forcément. Bien sûr. Là où il y a le meilleur champagne, bien sûr. La Marne, voilà. la Haute-Marne, la Seine-et-Marne et l'Aisne. Bravo. La Seine-et-Marne, on ne le sait pas souvent. Quelques bribes. Et c'est ce qui fait qu'il y a 5 départements. Il n'y a qu'un seul territoire pour tous ceux qui font une Champagne, c'est la zone d'appellation Champagne. Exactement, voilà. C'est comme ça qu'il nous répondrait. Christian, on comprend que la date du début des vendanges varie en fonction de la météo. Mais en fait, qui fixe cette date et selon quels critères? Alors en fait, il y a un institut, il y a la zone d'appellation AOP, origine, l'AOC, un peu l'équivalent de l'AOC, c'est vraiment une zone d'appellation. Et donc c'est l'INAO qui, avec 260 vignerons et des parcelles un peu, disséminées, vont repérer si oui ou non le degré de maturité et le taux de sucre et le taux d'acidité est correct pour lancer
les vendanges partout sur le territoire de l'appellation. C'est pour ça qu'on parle de météo, c'est que ce taux d'acidité et ces éléments sont liés à la météo. Et c'est pour ça que toutes les années, ça varie de parfois plusieurs semaines. Cette année, c'était officiellement le 8 septembre. Et normalement, il est interdit de vendanger avant. C'est très très sérieux. Et en fait, c'est l'INAO qui fixe cette date en fonction des critères de qualité. Et aussi, c'est beaucoup plus compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, selon les stocks des années précédentes et qui fixe les taux de stock pour les années à venir, etc., etc. On a vu que ça peut changer fortement d'une année à une autre. Je crois que l'année dernière, c'était assez tard, assez tardif. Effectivement. Et aussi, ça peut engendrer également des changements et des répercussions sur les vendangeurs, parce que lorsqu'on est pour les étudiants, on peut avoir des étudiants, et en septembre, c'est un peu plus compliqué. Alors, question, vous vous êtes rendu sur place pour assister à ces vendanges. Est-ce qu'elles sont si différentes que dans d'autres contrées Bordeaux, Beaujolais, autres, ou Bourgogne? Il faut bien comprendre que la zone de Champagne, elle est très au nord. Oui. Plus au-dessus, faire de la vigne, c'est bien compliqué. Et autre particularité pour la zone d'appellation Champagne, c'est que les raisins sont collectés à la main. Ça, c'est vraiment un point important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aussi. Et je propose cette année de voir les particularités pour le département de l'Aube. 2014, météo exceptionnelle. On a tous passé un été pourri. Et on va voir les répercussions finalement pour les vendanges. Et aussi, il y a d'autres particularités de terroir liées au sol ici au bois. Et c'est ce que je propose de découvrir en images. Le millésime 2014 s'annonce particulièrement intéressant pour les vignerons. Sur les pieds, les grappes sont saines et bien développées, ce qui caractérise ces vendanges. La quantité et la qualité. Vraiment la qualité. On s'en sort bien. On pensait qu'avec les vagues de pluie, on aurait des soucis. Mais le soleil est arrivé et tout a été assaini. Une chance, ou plutôt un effet de la météo. Le printemps est qualifié ici de méditerranéen et sec. La vigne n'a pas été agressée au stade le plus fragile, ce qui a permis de réduire de moitié les traitements contre les maladies. Très peu de précipitations, ce qui a fait qu'on a eu très peu à intervenir cette année pour protéger contre des maladies qui n'étaient pas là cette année. La caractéristique de l'année, c'est qu'on n'a pas eu à intervenir de façon importante. Dans la plupart des exploitations, on est sur la base de 5 à 6 interventions maximum en termes de protection anti-mildiou. Des années très humides tout le long de la campagne, on peut monter à 10, 12, 13, ça dépend. C'est très variable en fonction de la pluviométrie. C'est la pluviométrie qui conditionne la protection du vignoble. Un vignoble au bois où le cépage Pinot Noir est roi. De plus, la position et les sols du département dans la zone d'appellation Champagne permettent d'obtenir des vins rouges qui séduisent l'ensemble des maisons de Champagne. Cette particularité s'appuie sur des procédés de fabrication différents pour obtenir la plus belle couleur. Ces vins rouges servent essentiellement à l'assemblage pour les champagnes rosés. On s'y attend pas, pourquoi? Parce qu'en général, le raisin noir, si on l'écrase, c'est un jus blanc qui va couler. Donc pour faire la couleur, on est obligé, c'est avec la peau. On surfe sur la vague du rosé. Phénomène qui était à l'époque un phénomène de mode est devenu vraiment un phénomène de fond, puisqu'aujourd'hui ça représente entre 10 et 15% des volumes dans les maisons, dans les coopératives. Nous sommes dans le sud de la Champagne, un petit peu plus proche de la Bourgogne que nos voisins marnais. Et évidemment, je pense que le terroir est un peu plus approprié à faire des pinots noirs. Deux raisons de le prouver. La première, c'est nos partenariats avec des grandes maisons de Champagne. On a notamment Moët-et-Chandon, Veuve Clicquot, récemment Étinger et encore quelques-unes. Ces vins rouges spécifiques à l'Aube intéressent tellement les grandes maisons qu'elles y installent aujourd'hui leur propre pressoir. Dernière spécificité des vendanges dans l'Aube, pour la deuxième fois, 6 gardes républicains participent à la surveillance avec pour avantage leur monture. Nous pouvons accéder avec nos chevaux à des endroits où les véhicules ne peuvent pas, donc d'où la facilité pour nous d'accéder. On ne passe jamais entre les rayons parce que c'est une propriété privée, mais sur des chemins qui ne sont pas adaptés aux véhicules, nous, ça ne pose absolument pas de problème pour nos chevaux. L'avantage, c'est d'abord avoir un champ de vision lointain qu'un patrouilleur à pied n'aura pas, puisque avec la hauteur du cheval, on est entre 2,30 m et 2,50 m, donc on a une vision sur l'ensemble du vignoble qui permet d'aller rechercher le renseignement plus facilement. Ensuite, vous avez l'aspect cheval, où les viticulteurs, les vendangeurs viennent à nous plus facilement pour parler avec nous et nous renseigner sur ce qui pourrait se passer dans les vignobles. Quantité, qualité, moins de traitement, des vins rouges toujours aussi séduisants et de la prévention à cheval, les vendanges dans l'Aube ne ressemblent à aucune autre.
Belle ambiance en tout cas. Baptiste Ketouya, vous avez déjà participé à des vendanges en tant qu'au-bois, sûrement, non? Oui, déjà au lycée, et puis là, depuis quelques années, j'aide un collègue qui a une petite surface à vendanger. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, personnellement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui marque le plus, c'est les années qui sont vraiment belles en termes de récolte. Quand le raisin est beau, qu'il fait soleil, une année comme cette année, c'est vraiment super agréable de vendanger. Quand ça va tout seul, quoi. Ça va tout seul. Bon, après, ce qui marque, c'est l'année dernière, des années de pluie. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il faut le faire. Et en plus, on voit que derrière, c'est un produit fini qui est exceptionnel. Donc, c'est agréable. Alors, je le répète, vous êtes le président du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aube. Est-ce que, justement, les JA, comme on dit, les jeunes agriculteurs, accompagnent des jeunes qui se lancent dans ce métier de la viticulture, ici en Champagne? Alors, la particularité du vignoble champenois, c'est qu'ils sont aussi organisés avec leur syndicat eux, avec une section jeune. Alors nous, on les accompagne, mais au début de leur installation, c'est-à-dire sur les viticulteurs qui s'installent avec les aides. Et donc, on les accompagne avec la Chambre d'agriculture au début de leur installation pour monter leur dossier et puis les aider dans leur démarche. Vous passez le relais en quelque sorte. Voilà, on passe le relais. Christian, est-ce qu'une telle quantité et une telle qualité de raisin, est-ce que ça peut permettre d'obtenir bien de meilleurs champagnes, voire des millésimes Alors, il est trop tôt pour le dire, mais vous avez vu des yeux qui brillent dans les reportages. Ils sont tous très heureux, ces vignerons, de voir à la fois... On a parlé les vins rouges qui cette année devraient être exceptionnels, a priori, je ne suis pas expert non plus, mais la qualité du raisin est telle que pour les champagnes rosés, en tout cas, ça se présente très bien et c'est une des spécialités de l'Aube, comme on vient de le dire. Donc je rappelle que pour les champagnes, ce sont quand même des vins d'assemblage, donc on peut mêler de plusieurs années pour obtenir le goût que l'on souhaite. Donc à partir de là, il n'y a pas forcément de millésime pour obtenir un meilleur champagne. Tous les champagnes sont bons. Et tout de même, j'ai entendu le mot millésime, donc je rappelle, c'est-à-dire on utilise des raisins de la même année pour réaliser un champagne, élaborer un champagne qui est un vin d'assemblage, je le rappelle. Donc c'est possible, mais peut-être un peu tôt, pour vraiment être sûr. En tout cas, c'est prometteur, il y a de l'espoir. À présent, je vous propose de voir d'autres moments d'effervescence du monde agricole grâce à la rubrique Retour sur l'actu. Christian, votre sélection d'actualités agricoles est en lien forcément avec les vendanges. Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, près de 35 000 vendangeurs sont employés dans le département. Alors il s'agit soit de chômeurs, soit de salariés, et il s'agit surtout d'une occasion pour eux, soit de compléter leurs revenus, soit d'obtenir un emploi. Et afin de faire face à ce surcroît de demandes, Pôle emploi organise tout simplement un accueil spécifique pour cette période. Un dispositif, c'est ça, spécial pour ces périodes des vendanges, et je propose de voir à quoi il ressemble. En 2013, 125 376 vendangeurs ont été employés en région Champagne. Pour cette courte période, un service spécifique est mis en place par Pôle emploi. Donc ici, vous avez le service vendange qui est mis à disposition des viticulteurs pour les aider dans le recrutement des vendangeurs. Nous avons la ligne directe employeur qui fonctionne ici. On réceptionne les appels des viticulteurs et ensuite on met en relation les gens qui cherchent du travail avec les employeurs qui recrutent. On ne manque pas de candidats, nous avons énormément de candidats en attente. Nous avons des candidats qui sont disponibles pour faire les vendanges, mais malheureusement ils n'ont pas de voiture. Du coup, un système de transport en bus est mis en place. Par exemple, 10 cars vont partir de Troyes, permettant ainsi des allers-retours pour 500 vendangeurs. On peut dire qu'on a de moins en moins de viticulteurs qui hébergent, c'est vrai. L'année dernière, peut-être 300 places avec hébergement. Cette année, un peu plus d'une centaine. Quand j'ai commencé à m'occuper des vendanges, on avait un quart à disposition des vendangeurs. Maintenant, on en a 10. Cette année, on a 2 nouveaux viticulteurs qui ont décidé d'organiser des ramassages par quart pour la constitution d'une équipe importante de vendangeurs. C'est un bon système d'organisation. Vigne toujours, Christian, la culture du vin intrigue d'autres pays, d'autres sociétés, et c'est notamment le cas d'une télévision japonaise qui est passée par là. Durant 2 jours, en fait, les journalistes ont découvert les coulisses de la fabrication d'un produit qu'on connaît bien ici, le champagne, et ça se passait à Barroville, à la maison Bar-Fontark. Le but, réaliser une série de reportages sur l'élaboration du vin et expliquer au public japonais les nuances. À noter, le choix de tourner ici dans l'Aube est en partie lié à la journée pro de la route du champagne en fait de 2012, qui a permis de tisser des liens avec un importateur japonais. À présent, Christian, on quitte les vendanges pour un rendez-vous tout aussi festif. Oui, il s'agit de la fête de l'agriculture. Celle-ci s'est déroulée fin août à Chavanges. Plusieurs milliers de personnes se sont rendues sur place pour fêter donc l'agriculture. Au programme des expositions de matériel agricole, des rencontres avec les agriculteurs bien évidemment, mais aussi du spectacle comme des courses de moissonneuses-batteuses ou bien des traînes-cul. Je propose de voir de quoi il s'agit. Outre les expositions de matériel ou bétail, la fameuse course de moisse-batte a attiré le public. Mais ça n'était pas la seule animation ludique. Valentin a pris une leçon de domptage de taureau. Il faut mettre ses jambes contre le taureau
et s'agripper à la corde. Malgré une saison socialement tumultueuse, les agriculteurs au bois tenaient à mettre en valeur leur profession dans une ambiance joyeuse. Il faut savoir aussi prendre le temps des revendications et le temps de la fête. Je pense que c'est une journée importante pour se retrouver avec l'ensemble des organisations agricoles, avec l'ensemble des agriculteurs qui vont participer, avec l'ensemble des citadins. C'est l'ambiance conviviale qu'ils viennent chercher au début. Et ensuite, nous, on se sert de ça comme porte d'entrée pour leur expliquer notre métier, rétablir des vérités ou simplement expliquer ce que l'on fait. Sandwich andouillette, bien sûr. Et il ne faut peut-être pas avoir trop mangé avant de participer à l'autre compétition spectaculaire de la journée, la course de traîne-cul. C'est une voiture qu'on coupe à 20 cm derrière les portes. Et puis après, on fait toute une structure en arceau dedans, avec des normes de sécurité et tout. De la poussière, et puis il y a du spectacle à voir. Cette discipline existe depuis une vingtaine d'années. 3 clubs s'affrontent en France. Jean, carrossier de métier, en est un passionné. Chacun s'occupe de son bolide, mais l'entraide est bien présente. On a fait des améliorations au niveau carburation, échappement, échappement, fabrication de maison et tout. Là, l'établement, tout fait électrique est fait maison parce qu'on partage tous ces petits soucis qu'on découvre avec tous les pilotes. Et même si ces courses impressionnantes secouent, des règles de sécurité permettent le bon déroulement des challenges. Alors je vous l'avoue, je n'essayerai pas le trécul. Je préfère regarder les images, ça me va tout à fait. Il paraît que le casque est vraiment obligatoire. Hein. Oui, ça peut faire mal. Ça secoue énormément. Baptiste Gatouya, vous avez participé forcément à l'organisation de cet événement. Il y a un bilan chiffré ? Alors oui, le premier bilan, c'est au niveau du nombre de spectateurs. On a fait environ 4500 à 5000 personnes. C'est l'une de nos premières fois que ça arrive. On a vraiment eu beaucoup de monde. Ça nous a provoqué quelques petits soucis d'organisation au niveau de la restauration. C'est pas grave quand le succès est là. Voilà, le succès est là et c'est très bien. On fait cuire 600 kg de frites, 300 kg de viande, englouti quelques 700 baguettes de pain. Donc c'est assez important pour cette année. Et quel genre de public s'est déplacé à Chavanges? Ce sont des aubois, ce sont des citadins? On peut savoir? Alors, un petit peu comme tous les ans, on a toujours un public de fidèles. Parce que pour arriver à un chiffre de 5000 personnes, c'est quand même important. Donc on a notre public de fidèles. On avait la chance d'être au carrefour de la Marne et de la Haute-Marne aussi. Donc, et pas d'autres événements aussi en parallèle à côté. Donc ça attire un petit peu de monde. Et puis des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des anciens agriculteurs. Et puis aussi quand même pas mal de citadins. Et vous avez eu également le seul soleil du mois d'août. Voilà, c'est un gros avantage. Je ne sais pas comment vous l'avez payé celui-là, mais il était rare. Ça a dû aussi jouer dans le succès évidemment de l'événement, et tant mieux pour vous. Et durant la fête de l'agriculture, du matériel agricole était exposé, un matériel agricole un peu divers, mais évidemment le plus célèbre d'entre eux, eh bien, ça reste le tracteur. Grâce à la rubrique Comment ça marche, vous allez voir qu'ils sont devenus très high-tech. Alors moi, dans ma tête, un tracteur, c'était lent et ça n'avait pas vraiment beaucoup de boutons. Eh bien, figurez-vous que ça a changé, mais moi aussi j'avais un peu cette image-là parce que ça existe encore tout de même. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui les tracteurs précèdent en modernité nos propres voitures. Ah, carrément. Oui, quand on parle de high-tech, c'est vraiment très très haut de gamme et ça précède vraiment ce qu'il va y avoir demain dans nos automobiles. C'est ce que m'a dit le vendeur. Il a très bien vendu, je le reconnais, mais je vous propose de voir les explications pour être également convaincu. À la fin de la guerre, le tracteur a révolutionné l'agriculture. Aujourd'hui à l'usage, celui-ci reste l'outil indispensable. Transport avec des bennes, travail du sol, semis. Sa forme reste inchangée, notamment avec des tailles de roues différentes. Vous avez le pont avant qui tourne moins vite que le pont arrière, et pour qu'en fait on puisse éviter d'avoir un patinage sur l'avant ou l'arrière, on est obligé de différencier au niveau des pneumatiques des roues. On va être sur une hauteur de 1,90 m environ, pour une largeur, je dirais, d'un bon demi-mètre. Avec 280 chevaux, ce modèle est 3 fois plus puissant qu'une voiture. Pourtant, la vitesse maximale s'élève à 40 km/h et les normes anti-pollution sont plus drastiques que celles de l'automobile. On commence à venir sur les normes anti-pollution des poids lourds. Et de toute façon, aujourd'hui, on demande de consommer de moins en moins. Et dans les années à venir, on sera obligé de refaire un nouveau moteur pour ces évolutions. C'est les moteurs de pointe. Technologiquement, ce qui impressionne le plus le grand public reste la cabine de compétition. J'ai l'impression que je suis sur une moto. Là, je vois des boutons, je fais des kilomètres. C'était quoi votre image du tracteur?
Le gros truc qui avance pas vite et puis voilà quoi, c'est tout. Pas vite, soit, mais précisément, les GPS pilotent seuls dans les parcelles et des assistants permettent d'automatiser les retournements en bout de champ. L'agriculteur, en fait, enregistre comme un magnétoscope l'entrée de champ avec son matériel et la sortie. Et au lieu d'appuyer sur plusieurs commandes différentes, il suffit d'appuyer sur Play et Pause pour sélectionner ces enregistrements. Tous les tracteurs sont prédispositionnés pour l'autoguidage principalement. Le GPS, à quoi ça sert? Ça sert à ce que le tracteur se pilote automatiquement dans une parcelle. Il faut une précision quand même très importante qui est entre 1 à 5 cm grand maximum. On va faire des économies de carburant. Les exploitants et salariés agricoles ont automatiquement le permis poids lourd et super lourd indispensable pour conduire les tracteurs, qui offre un niveau d'insonorisation, de confort et d'automatisation en avance sur l'automobile. Et donc le siège conducteur, à chaque fois qu'une personne s'assoit dessus, il va recalculer son poids et donc il va gonfler ou dégonfler pour avoir la meilleure suspension pour que le chauffeur soit le plus confortable possible. Climatisation bien sûr, vous avez un siège donc équipé de suspension pneumatique, avec des suspensions latérales, climatisation, siège chauffé, un siège passager relativement large et donc vous avez après toute une cabine suspendue pneumatique comme un camion. Puisqu'on a des fonctions que les voitures auront peut-être d'ici une dizaine d'années, c'est nettement plus évolué. Aujourd'hui on pilote un tracteur à l'aide d'un bouton, à une voiture on n'en est pas encore toute là. Avec 2 boutons de vitesse et une commande marche avant ou arrière, grâce à la technologie, les tracteurs d'aujourd'hui paraissent simples à piloter. Les agriculteurs sont donc les premiers à utiliser les inventions qui, demain, intégreront les voitures du commun des mortels. Alors Baptiste Gatouya, c'est étonnant parce que quand même, je me promène dans la campagne, je vois encore de vieux tracteurs être utilisés. C'est pas tout le temps la Rolls-Royce qu'on vient de voir. Ce type d'engin, c'est un peu le rêve pour les jeunes agriculteurs. C'est le grand matériel qu'on va s'offrir après 20 ans d'exploitation, non? Oui, ouais, il y a les deux cas. C'est soit il est présent quand on reprend l'exploitation, et alors là c'est le top. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et puis sinon après on fait les efforts, puis on travaille au quotidien pour pouvoir s'acheter ce type de matériel et qui soit aussi rentable pour notre type d'exploitation. Ça a un coût? On va dire à 100 000 euros, on commence déjà à avoir quelque chose de bien. À voir 150 000, là on est au top. Donc une grosse berline. Une très grosse berline. Retour à présent dans les coulisses des vendanges 2014 grâce à la rubrique Contre-champ. La rubrique Contre-champ, c'est un regard un peu décalé sur l'agriculture. Et aujourd'hui, Christian, il est question d'effort et de réconfort. Oui, vous l'avez dit Fabrice en début d'émission, les vendanges c'est très éprouvant physiquement. Vous l'avez peut-être testé Baptiste Gatouya. Et pourtant, tous les gens que j'ai rencontrés avaient le sourire, une sorte de motivation, une sorte d'émulation. Et je propose de voir leur secret pour travailler très dur avec le sourire. Travail et joie. Lors des vendanges, des chants peuvent surgir de toutes parts. Waka waka, eh oh! Waka waka, eh oh! Jeanneton prend sa faucille, la rirette, la rirette, la rirette, la rirette. Il faut au moins ça pour oublier un temps l'effort physique, voire en tirer un certain plaisir lors de la collecte du raisin à la même. Le raisin, il est beau, il est mûr, il est magnifique. Le cadre, c'est super agréable, on est bien logé, très bien nourri, l'équipe est super sympa, beaucoup mieux que ce que j'avais fait avant. Donc vous faites les vendanges en musique? Ouais, ça motive. On rejoint plus pour l'aspect ambiance que pour l'aspect travail et financier. Pourquoi il y a quoi comme ambiance? Vous savez, les vendanges c'est un moment de partage, on rigole beaucoup, à part quand on dort, on rigole tout le temps. On rigole en restant efficace, car ici les raisins abîmés sont abandonnés, gage de qualité pour le vigneron qui a choisi des salariés plutôt que des tâcherons. Le résultat, c'est que je pense qu'à la tâche, les gens sont vraiment là pour l'argent et puis ils coupent un peu n'importe quoi. Il n'y a pas du tout de qualité dans les caisses.
Un coucou à Jean-Louis Normand, toujours présent et qui rejoint son équipe pour un casse-croûte matinal. Moment très important, le casse-croûte. Vive du pain. Moi, je veux du pain. Voilà, ce couteau me sert à rien. Moi, je veux bien. Qu'est-ce que vous allez prendre, vous? Alors moi, c'est plutôt fromage le matin. Vous laissez du pain pour votre ou quoi? Et après, pour le reste de la journée? Pour le reste de la journée, c'est Areza, environ une grappe sur 2. Un bel accueil de la part de la famille. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que ça dynamise un état d'esprit. Le vigneron est présent, oui, à sa vigne. Et ça, c'est pas qu'une parole dans l'évangile. Ça, là, je peux parler, là. Moi, quand j'ai les mains occupées, ça me va. C'est bien d'aller à l'aboutissement d'un travail passionné qui nous a occupés toute l'année. Et ce moment-là, on n'a pas envie de le bâcler. Plus méconnu en coulisses, le raisin est tout de suite pris en charge, comme ici à la coopérative Barfontarc, qui reçoit des caisses en provenance de 50 adhérents viticulteurs. Alors ici, il y a un peu plus d'effervescence, puisqu'il y a beaucoup plus de défilements, beaucoup plus d'engins, donc on sent il y a un peu plus de bruit. Ce sont des gros à-coups de production, alors que la cueillette elle est plutôt régulière. Donc voilà, ce sont des moments d'accélération, puis de calme, puis d'accélération. Près d'une vingtaine de personnes aident durant les vendanges, par exemple, transférer le raisin pour le pressurage. Ici, ces 4 machines pneumatiques et automatiques remplacent 11 pressoirs en bois traditionnel avant l'étape de mise en cuve. C'est la machine qui le gère et c'est le choix du chef de cave, pas le choix de l'opérateur. Donc on sort du hall pressurage où on a obtenu les jus de raisin qui vont se reposer une quinzaine d'heures pour une clarification naturelle. Et ensuite, ils seront pompés dans cette partie de cuverie où là, on rentre au cœur du métier, dans la partie vinification, dans la cuverie de vinification. Et il en faudra des caisses et des heures de travail avant de remplir les 100 cuves de la coopérative. On attend ça toute l'année, donc on est impatients et c'est que du bonheur parce qu'on est tous ensemble, réunis, on rigole bien et il y a du travail, beaucoup de boulot, des heures, mais à la fin, voilà, la fatigue on la sent plus à la fin des vendanges. Bah, c'est le travail en équipe, c'est de passer beaucoup de temps ensemble, on s'apprécie, voilà. On est en vacances nous là. Pour tenir le rythme, les bons repas restent indispensables. Concombre en entrée, chipolata, pâtes, tomate à la provençale. Ça n'est pas une corvée, c'est un réel plaisir de le faire. Voilà. Une équipe du matin qui prend le matin à 5h jusqu'à à peu près 19h le soir. Et l'équipe du soir qui prend en fait le matin à 11h et jusqu'à la nuit tombante, jusqu'à la fin des vendanges, c'est-à-dire vers 4h ou 5h du matin. Je vais le sourire parce qu'en fait ils sont bien nourris ici. Et en fait ça fait un amalgame en fait, entre en fait, l'effort qu'ils font et en fait l'environnement en fait, de la coopérative qu'ils apprécient. En clair, pas de vendange réussie sans humanité. Et nous aussi, c'est avec le sourire qu'on vous dit au revoir. Merci Baptiste pour votre venue et rendez-vous le mois prochain.